La brume automnale enveloppait les rues pavées de Bordeaux ce matin d'octobre. Depuis la fenêtre de ma bibliothèque, j'observais les feuilles dorées des marronniers danser dans le vent. À 78 ans, je vivais seul dans cette grande maison bourgeoise du quartier des Chartrons depuis le décès de mon épouse Marie-Claire, 5 ans auparavant. Je m'appelle Henri Dufresne, ancien juge d'instruction à la retraite depuis 15 ans. 40 années passées à démêler les affaires criminelles les plus complexes de la région m'avaient appris à lire entre les lignes, à déceler les mensonges derrière les sourires de façade. Cette expertise allait bientôt me servir d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Ma fille unique, Isabelle, avait récemment intensifié ses visites. Au début, j'appréciais cette attention renouvelée, croyant naïvement qu'elle cherchait à renouer des liens distendus depuis son mariage avec Nicolas, un promoteur immobilier ambitieux. Mais mon instinct d'ancien magistrat détectait quelque chose d'inhabituel dans leurs regards échangés, dans leurs conversations chuchotées quand ils me croyaient hors de portée. La maison familiale, construite en pierre blonde typique de Bordeaux, s'étendait sur 3 étages avec un jardin luxuriant où Marie-Claire cultivait ses camélias. Chaque pièce racontait une histoire, chaque meuble portait l'empreinte de notre vie commune. Le bureau en acajou où je rédigeais mes jugements, le piano à queue où Marie-Claire jouait Debussy, la véranda où nous prenions le thé en regardant le jardin. Ce jour-là, Isabelle arriva accompagnée de Nicolas, portant une mallette en cuir qui éveilla immédiatement ma méfiance. Leur enthousiasme forcé contrastait avec la gravité de leur démarche. Ils m'installèrent dans le salon avant de déployer leurs arguments comme des avocats plaidant une cause perdue d'avance. Nicolas ouvrit sa mallette pour en extraire des brochures glacées vantant les mérites d'une résidence médicalisée près d'Arcachon. Les pains argentés promettaient monts et merveilles, personnel médical permanent, animation quotidienne, restaurant gastronomique. Isabelle renchérissait, évoquant ma sécurité, mon bien-être, la difficulté d'entretenir une si grande propriété. J'écoutais leur argumentaire en sirotant mon café, notant mentalement chaque incohérence, chaque regard fuyant. Quand je questionnais le financement de ce séjour paradisiaque, leur malaise devint palpable. Nicolas évoqua la vente de la maison comme une évidence, parlant déjà de fiducie et de gestion patrimoniale optimisée. 2 ans plus tôt, lors d'une grave bronchite qui m'avait considérablement affaibli, j'avais commis l'erreur de donner procuration à Isabelle pour gérer mes affaires courantes. Une décision prise dans la faiblesse, que je commençais sérieusement à regretter. Depuis ma guérison, leur intérêt pour mes finances s'était considérablement accru. Je prétextais une migraine pour écourter leur visite. Après leur départ, je me postais discrètement près de la porte entr'ouverte du vestibule. Leur voix me parvenait distinctement. Nicolas pestait contre mon entêtement, évoquant leur dette pressante. Isabelle le rassura, mentionnant la procuration et la possibilité de faire constater mon incapacité mentale. Elle ajouta même qu'avec un peu d'aide pharmacologique, les symptômes seraient plus convaincants. Cette révélation me frappa comme un coup de poignard. Ma propre fille envisageait de me droguer pour s'emparer de mon patrimoine. Les années passées à instruire des affaires criminelles ne m'avaient pas préparé à découvrir une telle trahison au sein de ma propre famille. Sans perdre de temps, je contactai maître François Martineau, avocat réputé et ami de longue date. Notre rencontre dans son cabinet de la rue Sainte-Catherine fut décisive. Il m'expliqua comment révoquer légalement la procuration et suggéra de créer un trust irrévocable pour protéger la maison. Il insista également pour que je consulte un gériatre indépendant afin d'obtenir un certificat médical attestant de mes pleines capacités cognitives. Le docteur Sophie Mercier, recommandé par François, effectua un bilan complet. Ces tests confirmèrent que mes facultés mentales étaient non seulement intactes mais remarquables pour mon âge. Ce document deviendrait ma première ligne de défense. J'investis également dans un système de vidéosurveillance sophistiqué, installé discrètement dans les pièces principales. Mon expérience judiciaire m'avait enseigné l'importance des preuves tangibles. Les caméras miniatures, dissimulées dans des cadres photos et des bibelots, enregistraient en continu sur un serveur cloud sécurisé. La révocation de procuration fut notifiée officiellement à Isabelle, aux établissements bancaires et au notaire familial. Le trust immobilier fut établi dans la foulée, rendant la maison juridiquement inaliénable de mon vivant. 3 jours plus tard, Isabelle revint seule, arborant un sourire qui ne parvenait pas à masquer sa nervosité. Elle apportait un sac de pharmacie contenant mes médicaments habituels et de nouvelles vitamines prétendument prescrites par mon médecin traitant.
Je savais pertinemment que le docteur Rousseau n'avait rien prescrit de tel lors de ma dernière consultation. Elle insista pour que je prenne immédiatement ces compléments alimentaires censés améliorer ma mémoire. Je simulai la prise du comprimé, le dissimulant habilement sous ma langue avant de le recracher discrètement dans un mouchoir. Pendant qu'elle préparait une omelette dans la cuisine, les caméras capturèrent le moment où elle versa une poudre suspecte dans l'assiette. Je mangeai avec parcimonie, transférant subtilement la nourriture dans ma serviette tout en maintenant une conversation anodine sur la météo et les vendanges. Son soulagement quand elle crut que j'avais tout consommé était presque pathétique. Mon ancien collègue, Laurent Deschamps, désormais directeur d'un laboratoire privé, analysa discrètement le comprimé. Les résultats confirmèrent mes craintes, un benzodiazépine puissant capable d'induire confusion, somnolence et troubles mnésiques temporaires. Exactement les symptômes nécessaires pour justifier une mise sous tutelle. Une semaine s'écoula dans un calme trompeur. Puis, un matin pluvieux, je reçus un SMS laconique d'Isabelle m'informant que la maison était vendue et que le déménagement aurait lieu sous 48 heures. L'audace de cette annonce me stupéfia. Comment pouvait-il prétendre avoir vendu un bien protégé par un trust, avec une procuration révoquée? Je les convoquai immédiatement. Ils arrivèrent triomphants, Nicolas brandissant une liasse de documents. Des actes de vente, des transferts de propriété, tous ornés d'une signature ressemblant à la mienne. Le faussaire était habile, mais quelques détails trahissaient la contrefaçon. La boucle du D légèrement différente, l'inclinaison du F pas tout à fait exacte. Le moment était venu de dévoiler mes cartes. Calmement, méthodiquement, comme j'exposais autrefois les preuves devant la cour, je leur présentais chaque élément. La révocation de procuration datée et notifiée, l'acte de trust rendant toute vente impossible, le certificat médical du docteur Mercier, les analyses toxicologiques du laboratoire, et enfin, les enregistrements vidéo montrant Isabelle empoisonnant ma nourriture. Le visage de Nicolas passa du triomphe à la rage en quelques secondes. Il fit un pas menaçant dans ma direction, mais je levai la main pour l'arrêter. 3 anciens collègues de la police judiciaire attendaient mon signal dans la rue, prêts à intervenir. Cette précaution n'était pas superflue face à un homme acculé. Isabelle s'effondra, avouant entre 2 sanglots leurs difficultés financières. Nicolas avait investi dans des projets immobiliers hasardeux à Dubaï, perdant des sommes considérables. Les créanciers les harcelaient, menaçant de saisir leurs biens. Ma maison représentait leur planche de salut. Je leur offris une porte de sortie, annuler immédiatement la vente frauduleuse, restituer ma voiture qu'ils avaient également vendue, signer un renoncement définitif à tout droit successoral et disparaître de ma vie. En échange, je ne porterai pas plainte. L'alternative était claire, accepter ou affronter des poursuites pour faux, usage de faux, tentative d'empoisonnement et abus de faiblesse. Ils capitulèrent. Mais l'affaire ne s'arrêta pas là. Les acheteurs floués, la famille Reynaud, avaient déjà vendu leur appartement parisien et versé un acompte substantiel. Leur avocat, maître Bertrand, vint me rencontrer. Je lui fournis l'intégralité du dossier, témoignant par écrit de la fraude orchestrée par ma fille et son mari. Les Reynaud portèrent plainte. L'enquête préliminaire confirma la falsification des documents. Pour éviter un procès pénal, Isabelle et Nicolas durent liquider leurs derniers actifs, notamment les parts de Nicolas dans sa société, pour indemniser intégralement les victimes. Un protocole transactionnel fut signé devant notaire, incluant une clause d'éloignement et une renonciation irrévocable à toute prétention successorale. Isabelle me laissa une lettre pathétique tentant de justifier l'injustifiable. Je la brûlai sans regret dans la cheminée du salon. Ils partirent s'installer à Lille, loin de Bordeaux et de leur réputation ruinée. Les mois suivants furent consacrés à la reconstruction. Je vendis finalement la grande maison, non par contrainte mais par choix. Elle était devenue le théâtre de trop de souvenirs douloureux. Une famille de médecins lyonnais l'acheta, promettant de respecter l'âme des lieux. Je m'installai dans un appartement lumineux place Gambetta, au cœur de Bordeaux. L'immeuble haussmannien offrait une vue imprenable sur le jardin public. Mes nouveaux voisins, principalement des retraités de l'enseignement et de la magistrature, formèrent rapidement un cercle social enrichissant. L'Association des anciens magistrats de Gironde me proposa d'animer des conférences sur la protection juridique des seniors. Mon expérience personnelle donnait une résonance particulière à mes interventions. Je développais un programme complet de prévention,
incluant une application mobile permettant de vérifier l'authenticité des documents officiels. Le maire de Bordeaux, séduit par l'initiative, alloua un budget municipal pour étendre le dispositif à toute la métropole. Des permanences juridiques gratuites furent organisées dans chaque mairie de quartier. En 6 mois, nous avions déjà déjoué une dizaine de tentatives d'escroquerie. Ma nouvelle vie s'organisait autour de ces activités utiles. Natation matinale à la piscine judaïque, déjeuner au cercle littéraire, concert à l'auditorium. Je m'inscrivis même à des cours d'œnologie, renouant avec la passion bordelaise pour le vin. Les samedis, je retrouvais d'anciens collègues place de la Bourse pour refaire le monde autour d'un verre de Pessac-Léognan. Un soir d'été, contemplant la Garonne depuis les quais rénovés, je réalisais que cette épreuve, si douloureuse fut-elle, m'avait paradoxalement libéré. Sans la trahison d'Isabelle, je serais resté enfermé dans ma grande maison, prisonnier de fantômes bienveillants mais paralysants. J'appris par un ancien confrère qu'Isabelle avait divorcé. Nicolas s'était apparemment lancé dans de nouvelles combines douteuses. Cette information ne m'affecta pas. Elle appartenait désormais à un chapitre clos de mon existence. Ma vraie famille était maintenant constituée de ces amis sincères qui m'entouraient sans arrière-pensée. L'affection qu'ils me portaient n'était conditionnée ni par l'héritage potentiel ni par quelque intérêt matériel. C'était une famille choisie, construite sur le respect mutuel et la bienveillance authentique. Les roses de Marie-Claire continuaient de fleurir dans le jardin public où j'avais fait don de plusieurs plants. Chaque printemps, leur parfum me rappelait que l'amour véritable survit à toutes les trahisons. À bientôt 80 ans, j'avais encore tant à offrir, tant à transmettre. Ma vie avait pris un tournant inattendu, transformant une tragédie familiale en renaissance personnelle. Chaque senior que je protégeais des prédateurs donnait un sens à ma propre mésaventure. La boucle était bouclée, le magistrat qui avait passé sa vie à rendre justice continuait sa mission sous une forme nouvelle. L'existence continuait, riche de promesses et de découvertes. Dans le crépuscule doré de mes jours, je savourais chaque instant avec la sagesse de celui qui a traversé l'orage et trouvé la paix. Car l'essentiel n'était pas dans les biens matériels qu'on accumule, mais dans le bien qu'on sème autour de soi, dans les vies qu'on touche, dans l'héritage immatériel qu'on laisse au monde.